Bonjour, ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu de Q&A sur cette chaîne et je vais essayer de rendre ce segment un petit peu plus récurrent en fonction de l'arrivage des questions qui me sont et me seront posées sur les réseaux sociaux ou des questions que l'on me pose en conférence. Et cette semaine, justement, j'ai reçu une question hyper inspirante de la part de Elodie qui me laisse en commentaire. On dit souvent qu'il faut prendre des risques pour être innovant ou créer son entreprise. Qu'en pensez-vous ? Alors évidemment, Elodie est à la pêche aux infos pour son mémoire, mais cette question est très pertinente, car il y a un gros malentendu qui perdure et qui continue encore d'être relayé par le storytelling de la mythologie entrepreneuriale, et notamment américaine, et par les conférenciers en innovation qui transforment des types qui ont été au bon moment, au bon endroit, en innovateurs visionnaires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on pense aux entrepreneurs qui réussissent, aux innovateurs, et là je mets 3 couches de guillemets, qui ont changé le monde, on pense à des gens inconscients, audacieux, voire téméraires, qui ont réussi parce qu'à un moment de leur vie, ils ont pris une direction que nous, humbles mortels, n'aurions jamais pris. À droite ou à gauche? À droite, c'est la piste, mais à gauche, j'ai l'impression que c'est un raccourci. Qu'est-ce qu'on fait? Comment vous le sentez, vous? Moi, mon instinct me dit d'aller à gauche. À gauche. Comme par exemple d'arrêter leurs études, d'hypothéquer leur maison, d'investir tout leur pognon sur le 12 ou de dire merde à leur patron. Au revoir, président. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Corinne? Au revoir, président. Sérieux, je trouve ça un petit peu facile de dire que ces créateurs sont guidés par une vision de l'avenir précise, comme Hidalgo pour qui le futur est plein de cyclistes. Je pense que c'est aussi simpliste de penser que ces créateurs sont aussi résilients à l'échec que les tardigrades et que la réalité ne les concerne pas. Et là, en même temps que je vous parle de réalité, je sens un réflexe pavlovien monter en moi qui me force à vous parler du héros préféré du consultant en innovation de 50 ans, Steve Jobs et son fameux chant de distorsion de la réalité qui, selon la légende, pouvait convaincre n'importe qui de n'importe quoi, comme d'acheter un iPhone. Mais au-delà de Steve Jobs, jeu de mots, les exemples donnés pour illustrer cette prise de risque sont toujours les mêmes. Bill Gates de Microsoft, Mark Zuckerberg de Facebook, Coco de Chanel, Steven Spielberg, Marie Curie ou Jérôme Kerviel. Cherchez l'intrus. Vous avez compris, j'aimerais profiter de la question d'Elodie pour ne pas y répondre. Il est temps d'arrêter de colporter et de rabâcher ces histoires d'entrepreneurs téméraires qui donnent des arguments à la con aux gamins qui veulent quitter leur boîte ou leurs apprentissages pour créer leur start-up. Dire que ceux qui ont changé les choses ont pris des risques professionnels ou personnels est à mon avis majoritairement faux, voire complètement con. Parmi ces histoires d'innovateurs, on trouve 3 grandes familles. D'abord, il y a ceux qui ont pris des risques et qui ont plus souvent participé à la sélection naturelle qu'à la progression de l'humanité. Pensez à la famille de Franz Reichelt et son parachute pour spéléologue. Ensuite, vous avez ceux qui ont eu un parcours incroyable, mais quand même un petit peu malgré eux, quand même. Et vous avez ceux qui ont été bien plus prudents que des comptables, voire même qui ont été comptables. Commençons avec cette histoire connue mais jamais détaillée. En 1508, quand le pape Jules II demande à Michel-Ange de peindre la chapelle Sixtine, ce n'est pas parce que Michel-Ange l'avait demandé pour relever un nouveau challenge. Ce n'est pas non plus parce que le pape avait vu en lui un peintre de génie. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, ce n'était qu'un sculpteur, pas un peintre. En fait, Michel-Ange s'est retrouvé responsable de peindre ce foutu plafond à cause d'une manigance. Parce que le pape a écouté les conseils de l'architecte de la basilique Saint-Pierre, Donato Bramante, qui lui a conseillé de faire appel à Michel-Ange. Michel-Ange a beau protester, rien n'y fait. Il ne peut se dérober à l'ordre péremptoire de Jules II. Et cet architecte, c'était pas un pote de Michel-Ange, loin de là. Si Bramante a conseillé au pape de faire appel à lui, c'est qu'il attendait de le voir échouer pour placer son protégé, Raphaël. Autant dire que Michel-Ange, qui se savait attendu au tournant, y est allé en freinant des cas de fer, et 2, a mis 4 ans à finir le boulot parce qu'il n'arrêtait pas de faire et de défaire pour que ce soit parfait. Autre exemple connu, mais finalement pas si connu que ça, qui lui provient de la mythologie américaine. Martin Luther King, lui non plus, n'a pas eu le choix. À ses débuts, il ne rêvait pas de voir les descendants des esclaves et leurs propriétaires s'asseoir autour de la table de la fraternité, comme il le dira dans son célèbre discours. Mais tout ce qu'il voulait, lui, c'était finir sa thèse en théologie pour éventuellement un jour devenir président d'université. Sauf qu'en 1955, après l'arrestation de Rosa Parks, qui avait refusé de céder sa place à un banc dans un bus, ou un blanc dans un bus plutôt, voilà, c'est un des membres du groupe qui a organisé ce boycott de la compagnie de bus en coordonnant un covoiturage géant
qui a proposé le nom du pasteur du coin pour en prendre la présidence. Donc Martin Luther King. Et d'ailleurs, c'est cet événement qui a lancé Blablacar aux États-Unis. King dira plus tard, c'est arrivé si vite que je n'ai même pas réfléchi dans quoi je m'engageais. Si je l'avais fait, j'aurais probablement refusé, car je devais surtout me concentrer sur ma thèse. Bon, a priori, il n'était pas super concentré quand même, car en 1990, on a découvert que des parties de sa thèse étaient largement plagiées. Mais ne changez pas de sujet. Je pourrais aussi vous parler de Wozniak, qui a eu besoin d'un ultimatum de Jobs pour lâcher son job à Hewlett-Packard et se mettre à plein temps à Apple. Ou je pourrais également, pour finir, vous parler de Larry Page et de Sergey Brin, qui après avoir essayé en vain de vendre leur algorithme à qui voulait, car son développement prenait un peu trop de temps par rapport à leurs études, ont finalement décidé de créer Google en septembre 1998, quelques semaines après avoir reçu de la part du fondateur de Sun Microsystems 100 000 $. Et c'est là où ils se sont dit, bon, quelqu'un croit en nous, nous sommes à Stanford, donc pourquoi pas créer sa boîte, et si ça ne fonctionne pas, on pourra toujours finir nos études. Ouais, parce qu'ils étaient à Stanford, hein, pas en cours de rattrapage porte de Bagnolet. Bon, je pense que vous avez compris, ça suffit pour les illustrations de personnes qui ont réussi alors que ce sont des tiers qui les ont mis en péril. Intéressons-nous maintenant à ceux qui ont réussi sans prendre de risques, et vous allez voir, ils sont très nombreux. Et là, j'ai l'étude qui va bien. En 2014, Rafi et Feng ont publié un papier intitulé « Dois-je quitter mon job ?» un chemin hybride vers l'entrepreneuriat. Ils ont analysé les données d'une enquête menée auprès de 5300 entrepreneurs qu'ils ont séparés en deux groupes. Ceux qui ont gardé leur job pendant qu'ils créaient leur boîte et ceux qui ont quitté leur job pour filer à 100% sur leur projet entrepreneurial. Résultat de l'étude, je vous le donne en mille, ceux qui ont gardé leur job ont eu 67% de chances en plus de réussir leur boîte que ceux qui ont tout quitté pour leur aventure entrepreneuriale. Selon Rafi et Feng, la raison principale est que ceux qui ont gardé leur job ont continué d'apprendre et d'être challengés cognitivement. Douter de l'avenir de son entreprise est peut-être le meilleur moyen de réussir. Prenez Henry Ford, il est resté bosser pendant 1 an pour Thomas Edison alors qu'il avait obtenu le brevet pour un carburateur de son invention. Bon, finalement, la boîte qu'il lancera derrière sera un fiasco. Passons. Phil Knight, le fondateur de Nike, est resté comptable pendant 7 ans, pendant qu'il vendait ses chaussures du coffre de sa bagnole au départ des courses. Stephen King a arrêté d'être pompiste et homme de ménage 1 an après la publication de son premier roman, Carrie. C'est-à-dire que, en gros, c'est après qu'il ait commencé à toucher ses droits d'auteur, évidemment. Brian May, exemple que j'aime beaucoup, était au milieu de son doctorat en astrophysique quand son petit groupe de musique commença à être connu dans le sud de l'Angleterre. Et ce n'est que 7 ans plus tard qu'il arrêtera son activité professionnelle pour rejoindre ce petit groupe de rock. Autre exemple, celui-là, il est tellement utilisé qu'il est usé. Bill Gates n'a pas quitté Harvard pour lancer Microsoft. Il a demandé une année de césure, le petit joueur. Autre exemple rabâché, Zuckerberg. Il a quitté Harvard après avoir reçu une offre de rachat de Friendster de 10 millions de $, qui lui a prouvé que son projet valait quelque chose. Et à quelques jours de recevoir 500 000 $ de Peter Thiel. Et d'ailleurs, finalement, il a même reçu son diplôme en droit en honoris causa en 2017. Tous ces exemples pour finalement dire que les entrepreneurs qui réussissent ne prennent pas de risques, ils prennent leurs responsabilités. Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite. Être un créateur, un innovateur ou un entrepreneur audacieux ne signifie pas prendre des risques inconsidérés. Être innovant tient davantage du fait de proposer une idée nouvelle qu'une idée risquée. Après tout, il n'y a personne de plus prudent qu'un cascadeur. C'est vrai que quand on est cascadeur de cinéma, on est toujours à la recherche du moindre risque. Le principal travail pour moi, c'est d'identifier les risques. Et identifier les risques, ça veut dire que laisser la moindre chance possible pour être victime de choses qui amènent des conséquences terribles. Pour finir, que vous soyez en entreprise ou en train de réfléchir à votre projet personnel, cherchez l'originalité et l'audace et pas la mise en danger. Vous pouvez développer l'originalité en organisant un brainstorming de 20 minutes pour trouver des idées. Au bout de 20 minutes, vous rassemblez les idées obtenues dans une liste que vous intitulez « Not to-do list ». Puis vous recommencez à brainstormer en vous interdisant d'utiliser les idées émises lors du premier brainstorming. Quant à l'audace, vous pouvez la développer en organisant ce que j'appelle un prix ratatouille, en référence à cette idée de Pixar, complètement stupide, de faire un film sur un rat dans une cuisine. Une idée débile qui a fait 600 millions d'euros au box-office dans le monde. Donc quelle est l'idée la plus ratatouille que vous pouvez trouver ? Il me reste à vous remercier d'être resté jusqu'ici. De nouveau, si vous avez des questions sur la vie, l'univers et tout le reste, ou simplement sur les RH, sur l'innovation et le management, je serai ravi d'essayer d'y répondre et je vous dis à la prochaine.